Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Histoire d'un soir, un podcast où on fait de l'histoire un jeudi soir sur deux. Mon nom à moi, c'est Héloïse Ben et j'ai le plaisir de vous recevoir en studio avec moi pour un nouvel épisode. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir une professeure qui est une source d'inspiration très importante pour moi, comme pour beaucoup d'autres étudiantes et étudiants du département d'histoire de l'UQAM. Et j'ai bien nommé Madame Magda Farny. Bonjour. Bonjour. Madame Farny est professeure titulaire au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Elle s'investit également dans diverses unités de recherche de l'UQAM, dont l'Institut de recherche et d'études féministes, le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, et aussi au sein du Groupe d'histoire de Montréal, qui est un collectif de recherche qui est nouvellement basé à l'Université du Québec à Montréal. Magda Farny est spécialisée en histoire du Canada et du Québec au 20e siècle, et plus spécifiquement en histoire des femmes, de la famille et de l'État-providence. Sur une note plus personnelle, je tiens à vous mentionner l'énorme reconnaissance que j'ai envers Mme Farny d'avoir accepté mon invitation au podcast, parce qu'en 2018, j'ai eu la chance de suivre un cours auprès d'elle, qui est le cours d'histoire de la famille au Québec, intimité, domesticité et communauté. Et je peux maintenant dire avec du recul qu'avoir suivi ce cours-là, ça a marqué un tournant significatif dans ma vie, pas seulement dans ma vie intellectuelle, mais également dans ma vie personnelle et professionnelle. Sur ce, je vous laisse sur une riche discussion avec Magda Farny et je vous dis bon podcast. Bonjour à tous. Le café du jour aujourd'hui, c'est un café de structure qui est un petit torréfacteur montréalais. En fait, c'est les Calico's Women Coffee ou les fermières de Calico en français. C'est un café qui vient du Burundi. Qui est en fait un collectif de fermières. Dans le fond, la façon dont ça fonctionne avec les exportations de café, c'est que souvent, il y a un moulin. Donc, une place où le café va être processé. Puis le restant, après ça, c'est plusieurs fermes qui se mettent ensemble. Donc, dans le cas du Burundi, c'est juste à partir de 2008 qu'ils ont commencé à vraiment séparer leur café par région face à une demande vraiment plus grande là, de café de spécialité. Donc, on a ce café-ci qui, comme je le disais plus tôt, c'est un collectif de femmes. En fait, plus de 80% du monde qui vont travailler sur ces fermes-là, autant au niveau administratif qu'en récolte pure et dure, ça va être des femmes. Et justement, dans le fond, le nom Calico, c'est en l'honneur de Mme Angèle, et mon Dieu, je viens d'oublier son nom, mais qui a été vraiment une femme assez influente au Burundi en termes d'agriculture, qui avait vraiment, vraiment influencé une génération à se lancer là-dedans. Donc, petit café, une note de dégustation, tarte aux pommes, canne à sucre, un peu rond, vraiment un bon petit café en bouche. Donc, je vous sers ça. Pour moi, c'est toujours un plaisir de découvrir des cafés. Merci. Je prends Merci, c'est super. On va commencer tranquillement. Donc, Madame Farny, vous avez complété votre baccalauréat en histoire à l'Université McGill. Vous avez gradué à 22 ans en 92. Est-ce que déjà, c'était une idée de faire carrière en recherche? Je te dirais qu'au début de mon bac, non, pas du tout. En fait, il faut comprendre un peu mon parcours. Alors moi, je suis née à Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Et lorsque j'ai fait mon bac à McGill, j'ai fait un bac de 4 ans, puisque je n'avais pas fait le cégep. Il n'y a pas de cégep en Colombie-Britannique. Et le bac de 4 ans était intéressant parce que j'étais obligée à faire une première année où je touchais un peu à tout. Je suivais des cours dans toutes sortes de matières afin de pouvoir me spécialiser plus tard. Et donc, lorsque j'ai commencé le bac, je suivais surtout des cours de littérature. Et je me disais à l'époque, bon, je serais probablement journaliste ou peut-être que je ferais mon droit et je deviendrais avocate. Alors, devenir chercheuse, devenir historienne n'était pas du tout sur mon radar, en fait, au début du bac.
En deuxième année de bac, j'ai suivi plusieurs cours d'histoire. Je les ai beaucoup aimés et j'ai décidé de poursuivre en histoire plutôt qu'en littérature. Mais je te dirais que c'est vraiment en troisième année de bac, donc l'avant-dernière année, où j'ai eu la piqûre, non seulement de l'histoire, mais de la recherche. J'ai eu quelques cours qui m'ont vraiment marqué, 2-3 cours qui m'ont vraiment marqué, 2-3 profs qui m'ont marqué aussi. Et je pense qu'en fait, je me souviens très bien du sentiment, c'est de savoir, vraiment une certitude en fait, que la recherche était dans mon avenir, que l'histoire était dans mon avenir aussi. Et ça fait en sorte qu'en quatrième année de bac, donc j'ai fait mes demandes d'admission à la maîtrise dans plusieurs programmes. Et je décrirais ça vraiment comme le sentiment d'avoir une vocation. Ah ouais? Déjà en troisième ou en quatrième année de bac, je l'avais, ce sentiment de la vocation. Fait qu'il n'y a pas vraiment eu d'hésitation ou à partir de cette troisième année-là, ça a été assez... Oui, ce qui peut paraître un peu étrange, tu sais, je l'avoue, mais vraiment, pour moi, il y a même pas eu de questionnement à partir de ce moment où je me suis dit, ah non, c'est ça que je veux faire. Et je te dirais qu'à partir de ce moment-là, donc à partir de la troisième année de bac, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à l'obtention d'un poste à l'université, j'étais convaincue que c'était l'avenir que je voulais. Et même si tout le monde me disait, ah, le marché du travail est terrible, il n'y a pas de poste de prof, tu n'as aucune chance, tes amis n'ont aucune chance, personne ne va être engagé, j'étais convaincue que ça allait fonctionner. Donc vraiment, je pense que vocation, c'est le mot juste. Oui, ça devait être sécurisant de savoir, avoir une idée comme ça, d'avoir un objectif, puis de le poursuivre tranquillement à votre rythme. Oui, mais sécurisant, je ne sais pas, parce que même si j'étais certaine que c'était ça que je voulais faire, c'était un cheminement plein d'angoisse aussi. Oui. D'angoisse, et il y avait de la compétition à tous les niveaux, de la concurrence. Et donc, à certains moments, c'était très insécurisant, en fait, comme parcours. Mais effectivement, j'étais certaine que je faisais la bonne chose pour moi, en fait. Oui. Ce qui, manifestement, n'était pas le choix pour tout le monde, en fait, mais pour moi, c'était le bon choix. C'est super. Puis, est-ce que déjà, à l'époque, l'histoire du Québec, l'histoire des femmes, c'était des sujets de prédilection pour vous ou c'est venu par après? Ou? Mais ce sont des sujets que j'ai découverts pendant le bac, je dirais. Comme je l'ai dit, j'ai grandi à Vancouver, mais j'ai fait, à partir de la 6e année, j'ai fait de l'immersion française. Okay. Et donc, je dirais la moitié de mes profs étaient des Québécois. La moitié de mes enseignantes de primaire et de secondaire étaient des Québécois. Et donc, j'avais déjà un certain intérêt. J'avais développé un certain intérêt pour le Québec. J'ai grandi dans une famille très francophile et québécophile aussi. On avait des membres de la famille au Québec. Donc, l'intérêt pour le Québec comme société était déjà là. Mais je dirais que l'histoire du Québec, je l'ai découverte vraiment à l'université. Tout comme l'histoire des femmes. J'ignorais l'existence du champ de l'histoire des femmes avant d'arriver au bac. Et c'est un champ que j'ai découvert, je dirais, en 3e année de bac, notamment par des profs, par l'entremise de profs que j'ai beaucoup apprécié. Puis ensuite, vous avez entamé une maîtrise en histoire à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Oui. Votre mémoire était intitulée « The Rhetoric of Order, Respectability, Deviance and the Criminalizing of Class in Ontario, 1880 à 1974 ». Est-ce que vous pourriez m'en dire plus au sujet de votre projet de maîtrise? Avec qui est-ce que vous avez travaillé? Oui. En fait, d'abord, le titre était beaucoup trop long. En fait, jamais je conseillerais à un étudiant, une étudiante d'avoir un titre aussi long. Puis je pense qu'il y avait une petite coquille aussi. C'était 1880-1914, en fait. Donc, la période était moins longue que celle que tu as mentionnée, heureusement. Mais c'est ça... Disons que je suis arrivée... Donc, j'ai choisi d'aller à l'Université Queen's parce que c'est une université où le département d'histoire était vraiment très fort en histoire canadienne. Okay. C'était reconnu pour l'histoire canadienne. Je savais que je voulais faire quelque chose un peu au carrefour de l'histoire du travail et l'histoire des femmes.
Queens venait de perdre son historienne des femmes, Joy Parr. Elle a déménagé dans une autre université et Queens n'avait pas encore engagé l'historienne des femmes subséquentes, Karen Dubinsky. Alors, je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas forcément de spécialistes des femmes au Québec ni au Canada, au département. Et donc, j'ai travaillé avec l'historien du travail, très, très connu, Brian Palmer. Alors, c'est quelqu'un qui, depuis les années 70, se spécialise dans l'histoire ouvrière, l'histoire syndicale, l'histoire de la culture ouvrière surtout. Et il était très ouvert à ce que je fasse un mémoire qui touchait tant à l'histoire ouvrière qu'à l'histoire des femmes. Et donc, je cherchais une façon, ça m'a pris du temps pour trouver mon sujet, en fait, et c'était à force de lire dans les séminaires, à lire aussi par moi-même, que j'ai vraiment construit un sujet qui peut paraître très niché aujourd'hui, mais c'est un sujet qui s'explique par l'état de l'historiographie à l'époque. Je voulais aborder la culture ouvrière et aussi la culture bourgeoise et peut-être les façons dont l'une influencer l'autre. Mm-hmm. Et j'ai choisi donc de faire un mémoire sur le concept de la respectabilité, qui est un concept qui était très, très présent à l'époque dans la littérature, dans l'historiographie, notamment américaine et anglaise, britannique, parce que c'est ça, je faisais mes études en anglais, et donc ce que je lisais provenait surtout de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada en anglais. Et donc, je me suis dit, comment étudier la respectabilité, c'est-à-dire les conceptions bourgeoises de cette notion, mais aussi les compréhensions ouvrières de cette notion. Et j'ai décidé donc de prendre un peu comme étude de cas le métier de la domesticité. Donc, les servantes, en fait, les domestiques de la fin du 19e siècle et du tournant du 20e siècle. Et alors, j'ai exploré en profondeur, en fait, parce que le mémoire est beaucoup trop long, en fait, comment être servante, comment être domestique dans une famille bourgeoise, menée à des conflits, parfois des conflits entre la maîtresse et la servante, mais aussi comment ça a amené ces jeunes filles, dont beaucoup étaient des jeunes filles migrantes qui arrivaient de l'Écosse ou de l'Irlande, par exemple, comment ça les a amenées à comprendre la culture bourgeoise. Donc, la domesticité ou le métier des servantes, en fait, était vraiment un véhicule ou un moyen pour moi de comprendre ce que voulait dire la respectabilité, tant pour les femmes bourgeoises que pour les femmes ouvrières. Avec du recul, je ne suis pas sûre que je laisserais une de mes étudiantes ou un de mes étudiants faire un mémoire aussi vaste, aussi long, peut-être un peu flou aussi. Je pense que mon directeur de mémoire avait confiance en moi, donc il m'a un peu laissé faire ce que je voulais faire. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en faisant ce très long mémoire. Mais c'est ça, c'était vraiment un projet très ambitieux. Et par la suite, une fois le mémoire terminé, j'ai tiré un article de ce mémoire, un article qui était vraiment basé sur le dernier chapitre, le 4e chapitre du mémoire, celui qui portait sur les domestiques elles-mêmes, sur les servantes. Fascinant. Puis il faisait combien de pages, par curiosité? Autour de 200. OK. Ouais, c'est... Pour un mémoire, peut-être un peu plus. Ouais. Oh mon Dieu, oui. Puis ensuite, vous avez fait un doctorat à l'Université de York à Toronto. Vous avez gradué en 2001. Votre thèse est intitulée, et là, je ressors mon anglais, Under Reconstruction, The Family and the Public in Post-War Montreal, de 1944 à 1949. Puis, cette thèse de doctorat vous a donné votre titre de docteur en histoire à 31 ans. Puis, je vous repose un petit peu la même question ici. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus de votre expérience et de vos principales découvertes lors de vos études doctorales? Oui. Alors, après ma maîtrise, donc j'ai quitté Kingston, je me suis installée à Montréal. Okay. Et je savais, le sens de la vocation était toujours bien présent. Je savais que j'allais faire un doc. J'ai hésité un peu entre différents programmes. Je me suis dit, peut-être que je le ferais à McGill, peut-être que je le ferais à Vancouver. Et finalement, j'ai décidé de le faire à York pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que je souhaitais travailler avec l'historienne Bettina Bradbury, qui avait été prof à l'UDM, à l'Université de Montréal, mais qui, à l'époque, venait de déménager à Toronto. Alors, je me suis inscrite à l'Université York et si je compare la thèse de doc au mémoire de maîtrise,
il y a eu plusieurs changements, un changement d'époque. Donc, j'ai décidé d'étudier l'après-guerre, l'après-Deuxième Guerre mondiale, plutôt que la fin du 19e siècle. Et j'ai changé de lieu. J'ai décidé d'étudier le Québec et Montréal, plus particulièrement, plutôt que l'Ontario. Et ma directrice de thèse, Bettina, était une spécialiste très connue du Québec, mais pas du tout de la période de l'après-guerre. Hein. Okay. Pour elle, c'était vraiment... Elle a accepté de le faire, mais ses premiers amours étaient vraiment le 19e siècle. Alors, je m'inspirais. Au doctorat, c'est intéressant, là, on parle des années 90. En fait, j'étais à York de 94 à 2001. J'ai soutenu la thèse en janvier 2001, donc au tout début du nouveau siècle. Et à cette époque-là, il y avait de plus en plus de travaux, surtout aux États-Unis, mais un peu au Canada aussi, sur l'après-guerre, sur les années 50 et les années 60. Et il ne faut pas oublier que, on n'était pas très, très loin des années 50 et 60 à ce moment-là. Même si ça nous semblait loin, c'était l'époque de nos parents, de mes parents. Mais il y avait très peu d'études. On commençait tout juste à dépouiller les archives de cette période. Et donc, je pensais à l'époque que ça pouvait être une manière pour moi de faire une contribution nouvelle, en fait, en étudiant une période qui était vraiment sous-étudiée à l'époque. Sous-étudiée, je dirais... pour ce qui était de l'histoire sociale, l'histoire de la famille, l'histoire des femmes, il y avait quand même des études politiques. On n'a qu'à penser aux études de la Révolution tranquille au Québec. Oui. Mais dans une perspective sociale, il n'y avait pas grand-chose, ni pour le Québec, ni pour le Canada. Et donc, j'ai beaucoup lu. J'ai lu sur différentes sociétés occidentales à l'époque. Et ce qui m'a frappé, avant de commencer mes recherches, c'était à quel point l'historiographie a insisté sur la nature très conservatrice de cette période, sur le repli d'après-guerre et surtout en histoire des femmes, en histoire de la famille. L'idée reçue, c'était un peu, les hommes reviennent du front, les femmes quittent les usines de munitions, comme ce bâtiment-ci, en fait, oui. L'ancienne usine RCA, en fait. Oui. Les femmes quittent les usines, elles rentrent chez elles, elles se marient, elles font des enfants, c'est le baby-boom. Puis, c'est ça, c'est vraiment une période de conformisme, de conservatisme, très axée sur la famille nucléaire. Puis, pas du tout une période de militantisme comme on l'avait vu justement pendant la guerre, où les syndicats étaient très, très actifs. Donc ça m'a frappée et je voulais comprendre, est-ce que c'est ce qu'on dit des États-Unis, est-ce que c'était la même chose au Canada et plus particulièrement au Québec? Autre question qui motivait mes études de doc, c'était de savoir, on insiste, et c'était vrai, c'était encore vrai à ce moment-là, on insiste dans l'historiographie sur la rupture qu'a été la Révolution tranquille en 1960, en juin 1960. Est-ce que c'est vrai qu'il ne se passait pas grand-chose avant 1960? Autrement dit, est-ce que les gens ordinaires étaient vraiment un peu, tranquilles, peu actifs, peu militants? Donc, je m'inspirais des questions issues à la fois de l'historiographie québécoise et l'historiographie nord-américaine plus largement. Et donc, encore là, il y a toujours un travail de... il faut qu'on cerne le sujet comme il faut. On commence par quelque chose d'assez vaste, puis on réduit. Et ça m'a pris du temps, je dirais même des années, pour bien comprendre ce que j'étais en train de faire et ce que j'étais en train d'écrire. Mais lorsque j'ai compris, finalement, ça me semblait assez novateur et assez intéressant. Et en fait, ce que j'ai fini par faire au sein de cette thèse, c'était d'étudier la transition de la guerre à la paix. Donc, la transition de ce moment de la Deuxième Guerre mondiale à ce qu'on appelle la reconstruction d'après-guerre. Et j'ai compris reconstruction comme un terme qui voulait non seulement dire la reconstruction industrielle, économique, mais vraiment tout un processus de tout mettre en place ou de tout remettre en place après les bouleversements occasionnés par la guerre. Et donc, j'ai voulu comprendre comment les familles montréalaises en particulier, ont vécu cette transition de la guerre à la paix, le retour des anciens combattants, les mères de famille qui sont censées être au foyer et nulle part ailleurs,
d'autant plus que à ce même moment, c'est vraiment très important, l'État est en train d'intervenir de plus en plus dans la vie des gens ordinaires, y compris dans la vie familiale. Et l'État, à tous les paliers, hein, dans les années 40, c'est surtout l'État fédéral qui intervient par l'entremise des allocations familiales, l'assurance chômage, les allocations aux vétérans. Mais l'État provincial québécois commence lui aussi à jouer un rôle plus actif au sein de la famille et au sein des ménages. Et donc, pour moi, après beaucoup de recherches et beaucoup de lectures, ça m'a apparu une période vraiment de changement assez important où les citoyens et les citoyennes ont développé de nouvelles attentes de l'État et de leur gouvernement, et où l'État aussi avait certaines attentes face à la population. Et donc, c'est tout ça que j'ai essayé d'explorer dans la thèse qui est devenue quelques années plus tard, en fait, un livre, une monographie qui a été retravaillée à la suite de la thèse, mais je dirais que c'est encore un proche parent de la thèse, en fait. Oui. On voit les ressemblances, je pense, entre les deux. Puis, est-ce qu'à l'époque de vos études doctorales, vous avez commencé à être chargé de cours tranquillement ou c'est venu par après l'enseignement? Non, j'ai commencé effectivement pendant le doc. À l'Université York, il y a un système d'auxiliaires d'enseignement où les auxiliaires font plus que corriger, ils donnent des séminaires assez régulièrement, un séminaire par semaine. Donc, j'ai commencé par auxiliaire d'enseignement dans plusieurs cours différents, un cours par session. C'était vraiment un début en douceur. En fait, une fois par semaine, je rencontrais mon petit groupe d'étudiants de premier cycle et j'ai tout de suite adoré ça, en fait. Et ça m'a permis donc d'acquérir un certain nombre de compétences, de me familiariser avec l'enseignement. Et je dirais 3-4 ans après le début de mon doc, donc à l'automne 98, j'ai donné ma première charge de cours à moi, en fait, où j'étais la titulaire du cours. C'était quel cours? Alors, c'était un cours de 3e année, puis n'oublie pas que les bacs sont de 4 ans en Ontario. Donc, pour les étudiants, c'était pas forcément des étudiants et étudiantes finissants, mais presque. Et le cours avait pour titre Famille, travail et communauté au Canada. La période était quelque chose comme 1850-1950. OK. Ouais, peut-être un peu plus tard, mais 1850-1970. J'ai probablement triché un peu, puis... Alors voilà, donc c'était le cours parfait pour moi. Et justement, la prof qui donnait ce cours d'habitude a pensé à moi. Elle ne pouvait plus le donner. En fait, elle ne pouvait pas le donner cette année-là. Elle a pensé à moi parce qu'elle savait que c'était vraiment dans mes cordes. Et c'était donc un groupe, je dirais, c'était comme un grand séminaire. Donc, peut-être une trentaine d'étudiants, étudiantes autour d'une très grande table. Je me souviens encore de la salle, belle salle ensoleillée, une table vraiment immense avec les étudiants et étudiantes autour. C'est ça, et j'ai tout de suite adoré ça. Vraiment, pour moi, c'était... c'est ça, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour me convaincre que, justement, la vocation était belle et bien vivante. C'était une reconfirmation, c'est ça? C'est ça. Génial. Ouais. Puis, c'est quand que vous êtes arrivé au département de l'UQAM? Alors, j'ai eu mon entrevue pour le poste à l'UQAM en juin 2001. OK. Et je suis entrée en fonction en janvier 2002. Alors, j'ai terminé mon doc. J'ai soutenu ma thèse de doc en janvier 2001. J'avais 30 ans à l'époque. Ensuite, j'ai eu une bourse postdoctorale du CRSH pour 2 ans, mais je n'ai fait que les 6 premiers mois, donc de juillet 2001 à décembre 2001. Et ensuite, je suis entrée tout de suite en fonction à l'UQAM. Puis, même question à peu près, c'était quoi le premier cours que vous avez donné à l'UQAM? Oui, donc mon premier cours, mais c'était vraiment du pur plaisir. Le premier cours, puis j'étais choyée, le département a choisi un cours pour moi qui convenait très bien. Mon premier cours que j'ai donné dès le mois de janvier 2002, donc, c'était l'histoire des femmes au Québec. Un cours que j'ai donné, j'ai pas compté, mais j'ai dû le donner au moins une dizaine de fois. Oui, à peu près ou 10 ans, ou 2 ans plutôt. Donc, c'est ça, probablement une dizaine de fois depuis mon arrivée. En fait, je suis extrêmement surprise de ne pas l'avoir suivi moi-même, ces cours-là. Oui, mais je l'ai donné un peu moins souvent récemment parce que j'avais autre chose à donner, mais quand je peux, je le donne. Ouais.
Puis moi, j'ai été l'une de vos étudiantes, puis je peux vraiment vous affirmer que vous êtes une bonne pédagogue. Merci. Au point que je serais curieuse de savoir c'est quoi vos méthodes de travail pour préparer et structurer vos cours. C'est intéressant, les deux mots que tu viens d'utiliser, préparer et structurer, sont très, très importants pour moi, je dirais. Je ne suis pas du tout le genre de prof qui arrive puis qui parle pendant 3 heures sans avoir préparé quelque chose. C'est pas du tout mon genre. Moi, je ne peux donner un cours que si je l'ai préparé. Et donc, je passe quand même pas mal de temps sur la préparation des cours. L'important... Mais il y a plusieurs choses qui sont importantes pour moi. Ma directrice de thèse m'avait dit, c'est ça, quand j'étais au doc, qu'il y a une grande différence entre raconter des choses à des gens et communiquer des choses. Et je pense que c'est ça mon but, est toujours de communiquer. En même temps, je sais bien, pour l'avoir lu dans mes évaluations de mon enseignement, que mes cours sont bien remplis de choses, c'est-à-dire beaucoup de faits, beaucoup d'événements, des dates aussi, des noms de personnes. Donc, je veux qu'il y ait la substance, qu'il y ait la matière, mais mon but principal, c'est vraiment de communiquer des idées à mes étudiants et étudiantes. Et donc, pour moi, c'est très important que mes cours soient bien structurés, qu'il y ait un plan, pas juste un plan, mais une logique, en fait, à chaque séance. Oui. C'était important pour moi aussi que les étudiants et étudiantes comprennent la logique de chaque séance, c'est-à-dire qu'ils et elles savent, dès le début de la séance, ce qu'on va faire et pourquoi on va procéder de cette manière-là. Je trouve que la communication de l'histoire fonctionne le mieux, ou fonctionne bien en tout cas, quand on structure le cours autour de questions. Et j'aime beaucoup donner aux étudiants et étudiantes le sentiment qu'on est en train de faire une enquête ensemble. Et donc, l'histoire, c'est une enquête. Chaque problème historique est un genre d'enquête. Et donc, je me sers beaucoup de questions. Parfois une question principale autour de laquelle toute la séance tourne, parfois une série de questions. Si je pose une question d'emblée, j'essaie d'y retourner en fin de séance. C'est pas forcément le genre de question où il y a une réponse définitive. Souvent, c'est une question d'interprétation et j'essaie de présenter les différentes interprétations possibles et les sources, la base documentaire, en fait, qui soutient ces différentes interprétations. Mais je pense qu'effectivement, pour moi, c'était important que les étudiants et étudiantes aient l'impression de m'accompagner pendant que je parle. Et donc, d'où l'idée d'une enquête, de questions à aborder ensemble, en fait. Et donc, en termes de préparation, ça consiste en des lectures. Je lis beaucoup. Quand je redonne un cours, comme le cours sur l'histoire des femmes que j'ai donné 10 fois au moins, même si je l'ai donné 10 fois auparavant, j'essaie à chaque fois d'intégrer de nouvelles lectures, de nouveaux articles, de nouveaux livres aussi. Et parfois, ça vient changer, en fait, ce que j'avais dit 2 ans auparavant, en fait. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça implique de la lecture, ça implique une structure claire et ça implique aussi, comment dire, il faut que je surveille un peu mon public, il faut que je vous regarde aussi pour m'assurer que vous êtes en train de suivre. Mm-hmm. Qui est une science inexacte. On ne sait jamais ce que les gens sont en train de faire dans la salle, mais c'est important pour moi qu'au moins quelques visages dans la salle me donnent l'impression que là, vous comprenez, que vous êtes en train de suivre ce que je vous dis. Je pose des questions aussi aux étudiants et étudiantes et je reçois toujours des questions aussi parce que pour moi, ça vient briser un peu le récit du cours magistral qui dure très, très longtemps à l'UQAM. Des blocs de 3 heures, c'est long. Et donc, pour moi, la période de questions, ou même pas des périodes, des questions spontanées peuvent être une très, très belle manière de briser justement ce récit, d'ouvrir une parenthèse, de raconter une anecdote, parfois, pour appuyer quelque chose que je viens de dire. C'est ça. Et pour entamer vraiment une conversation avec les étudiants et étudiantes. Ah, ça fonctionne aussi. Je me rappelle une fois, dans un cours avec vous, il y avait une femme dans la classe qui écoutait beaucoup, très attentivement, puis c'était directement en lien avec sa vie personnelle. Oui. Puis je me rappelle qu'elle s'est mise à se confier à vous. C'est comme si c'était l'heure
où enfin elle était comprise. Puis après, ça m'avait vraiment marqué, ça, en fait. Oui. Le fait qu'il y avait des confidences qui étaient faites Oui. Oui. dans la salle de classe à cause qu'on touchait à des sujets très subjectifs, très personnels liés à l'histoire des femmes ou à l'histoire de la famille. Oui, et dans ces cours en particulier, en histoire des femmes et en histoire de la famille, souvent, c'est loin d'être la majorité, mais parfois, j'ai des femmes qui font un retour aux études, Oui. donc qui ont 70, 75 ans, et effectivement, qui ont vécu certains des phénomènes, certains des épisodes que je raconte, notamment pour la deuxième moitié du 20e siècle. Et donc ça, c'est toujours très intéressant. Et je trouve que ce sont parmi les étudiantes les plus motivées, en fait, souvent. Oui. Parce que, bon, d'abord, pour faire un retour aux études, il faut l'être, faut être motivé. Mais effectivement, je pense que soit le cours, soit les lectures, ça va chercher quelque chose chez elles. Oui. Des étudiantes qui finalement portent en elles l'histoire que vous êtes en train de verbaliser puis de structurer devant leurs yeux. Tu sais, c'est assez... Oui, et qui parfois la voient autrement, cette histoire aussi, parce qu'elles l'ont vécue dans une certaine perspective ou d'un certain point de vue, mais qui n'avaient pas forcément vu le portrait global avant, donc qui sont en train de faire les liens entre ce qu'elles ont vécu et vraiment ce portrait plus vaste aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Vraiment. Moi, l'effet que ça me faisait suivre un cours avec vous, c'était comme... chaque période était un peu comme un mini-livre. OK. Oui. Une monographie structurée. Chaque séance? Chaque séance, oui. Ouais. Autant qu'il va y avoir des professeurs qui vont structurer sur leurs 15 cours dans l'ensemble. Mm-hmm. Parler, souvent même utiliser l'expression donner un cours fleuve. Oui, oui. Puis nous, en tant qu'étudiants, on est assis, on reçoit cette marée de connaissances-là, puis on sélectionne des choses, puis on se crée nos raisonnements logiques en nous, qui est une approche. Mais ce que je trouvais avec vous, c'était vraiment, c'est ça, l'effet d'être accompagné. On commence à une ligne de départ, puis on termine le cours à une ligne d'arrivée. Puis, à travers ça, il y a un raisonnement logique. On le sentait qui était pré-réfléchi et tout. Puis, c'était vraiment... Ça faisait, en fait, en tout cas, personnellement, moi, j'allais plus loin. OK. Parce que j'avais l'impression d'être dans votre raisonnement plutôt que dans le mien de niveau de deuxième année de bac, mettons. Là, OK. Fait que c'était vraiment fascinant. Puis, c'était vraiment comme... C'est ça. Chaque séance était sa propre conférence, son propre petit livre, sa propre étude, en fait. Oui, ou peut-être son propre chapitre. Oui, peut-être plus son mais propre c'est chapitre. très juste. Je pense qu'effectivement, que c'est comme ça que je conçois un cours, en fait. Pour être un peu... Pas entièrement autonome, parce qu'évidemment, à la fin, après les 15 séances... Mon espoir, c'est que vous avez compris quelque chose et que tous ces morceaux, en fait, vont ensemble. Mais effectivement, je conçois chaque séance comme étant quelque chose qui peut presque être autonome. Absolument. Oui. Oui, Ouais. ça paraît, puis c'est bien. Parce que j'ai vraiment apprécié ça. Puis, sinon, à l'automne 2020, récemment, moyennement récemment, vous avez publié un article au sein du bulletin d'histoire politique qui faisait suite à une journée d'études qui portait sur les études universitaires de premier cycle en histoire. Mm-hmm. Dans cet article-là, vous mentionnez l'importance de la baisse des inscriptions au programme de premier cycle en histoire. Donc, selon vous, pourquoi est-ce que les inscriptions sont-elles en déclin présentement? Mm-hmm. Mais peut-être que la première chose que je dirais, c'est que je ne sais pas si elles sont toujours en déclin. Ouais, en ce moment. Et il ne faut pas oublier que c'est ça. Donc, l'article publié à l'automne 2020 était issu d'une communication donnée à l'automne 2019, bien avant le début de la pandémie, du moins en Amérique du Nord. On ne savait pas que ça s'en venait. Et à ce moment-là, le problème était réel, le problème était même brûlant, et ça faisait 4-5 ans, en fait, qu'on en était conscient. Et donc, à ce moment-là, nous avions, et le nous étant les profs d'histoire, les profs d'université qui enseignent l'histoire. À l'époque, j'étais directrice du département d'histoire à l'UQAM aussi, donc pour moi, c'était un problème urgent, en fait. Et donc, nous avions plusieurs hypothèses pour expliquer cette baisse. Et plus, je dirais... C'est les inscriptions, c'est une chose, mais le problème plus vaste, plus large, plus important peut-être, c'était ce qu'on percevait comme un désenchantement envers les sciences humaines.
parce que l'histoire n'est pas seule. Les études littéraires, la socio, jusqu'à un certain point aussi, souffraient de cette baisse des inscriptions. Donc, la question qu'on se posait, et puis on se l'a posée aux États-Unis, en Angleterre, en Colombie-Britannique, tout comme au Québec, c'est bon, pourquoi les étudiants ne s'inscrivent plus en histoire ou pourquoi ils s'inscrivent très peu en histoire? On attribuait ce déclin en partie au marché du travail. On se disait, bon, et de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire, pour certains étudiants, certaines étudiantes, l'histoire n'était pas garant de l'avenir financier, de leur avenir financier. C'est-à-dire que, soit parce que leurs parents le disaient, soit parce qu'ils avaient cette impression eux-mêmes, ils préféraient opter pour quelque chose qui semblait être une valeur sûre, c'est-à-dire soit les séances dites pures, soit le SG, tu sais, le management, même des disciplines qui ne sont pas forcément plus pratiques que la nôtre, sciences politiques, par exemple, avaient, certains étudiants, certaines étudiantes avaient l'impression que ça pouvait mener à quelque part. Ils voyaient un lien plus direct entre les Sciences Po, par exemple, et le marché du travail. Et donc, je pense qu'on souffrait un peu, l'histoire, comme la philo, comme les sciences religieuses, souffrait d'une réputation qui n'était peut-être pas justifiée, c'est-à-dire que, bon, ce sont des disciplines un peu ésotériques, c'est intéressant si on veut penser, si on veut réfléchir, mais pas forcément si on veut gagner sa vie. Donc ça, c'était une partie du problème, peut-être. Puis on spécule, hein, parce qu'on ne connaît pas les vraies raisons, ou pas avec certitude. L'autre chose, c'est qu'avant, à l'automne 2019, quand j'ai donné cette communication, le taux de chômage au Québec était très peu élevé. Il y avait du travail un peu partout. Et à l'UQAM, tous les doyens, toutes les doyennes disaient... C'est clair, quand l'économie roule, les gens ne font pas d'études ou pas d'études supérieures. Ils obtiennent leur bac aussi rapidement que possible, puis ensuite, ils partent chercher un emploi ou parfois, ils ne terminent même pas le bac. Ils abandonnent le bac parce qu'il existe des emplois qui ne le nécessitent pas. Donc, le marché du travail était dans le mur de certains, certaines. Je crois... Et je n'ai pas de chiffres. En fait, c'est trop tôt pour le savoir, mais j'ai l'impression, nous avons tous et toutes l'impression que la pandémie a changé des choses sur plusieurs plans. D'abord, le marché du travail n'est plus aussi reluisant qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, mais je pense, et là, je soupçonne, parce qu'en fait, ce ne sont que des soupçons, des impressions, je soupçonne que la pandémie aussi, bon, c'était un temps d'arrêt pendant lequel les gens ont réfléchi à ce qui leur donne du plaisir dans la vie, à ce qui est important dans la vie. L'histoire comme discipline a été très valorisée pendant la pandémie parce les médias ont beaucoup fait appel aux historiens, aux historiennes. Et l'enseignement a basculé en ligne. Et ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que les inscriptions sont à la hausse. C'est vrai? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un petit blip. On ne sait pas encore si ça va durer. Ce serait intéressant de voir les inscriptions cet automne et l'hiver prochain. Mais si ça se maintient, là, c'est clair que c'est le phénomène que je décrivais dans cet article et peut-être terminé pour le moment. Peut-être que l'histoire est en train de connaître un regain d'intérêt. Peut-être les sciences humaines, de manière plus large, sont plus intéressantes pour les gens qui reviennent après 1 an et demi à la maison. Peut-être que les cours en ligne attirent aussi des étudiants qui n'étaient pas disponibles auparavant pour suivre des cours en classe. Donc, je spécule, puis nous spéculons tous et toutes en ce moment parce que tout ça est tellement... on est dans... c'est ça, on est en train de vivre l'histoire en quelque sorte. On ne sait pas où ça va mener. Mais j'ai l'impression que le diagnostic que je posais en 2019 et par écrit en 2020
peut-être que ça ne vaut plus pour les prochaines années. Alors, on verra. C'est rendu de l'histoire. C'est ça, c'est peut-être rendu de l'histoire. Ce qui est tout à fait correct parce que c'est ça que je fais, l'histoire. Donc, on va l'utiliser comme source première. Voilà, c'est ça. Fait que ça serait quoi les solutions, sinon, que vous aurez entrevues à cette problématique-là? On parlait, par exemple, de l'enseignement en ligne. Peut-être que l'enseignement commodal, ce serait une bonne perspective pour le département d'histoire, je ne sais pas. Mais peut-être. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Moi, évidemment, j'adore l'enseignement en personne. Ben oui, j'aime le contact avec les gens. Alors, pour moi, ce ne serait pas une solution que je privilégierais comme individu, c'est-à-dire comme professeur individuel. Pour les institutions, c'est peut-être une solution dans certains programmes et avec des limites aussi. Oui. Je crois, mais l'une des choses que j'avais dites dans cet article de 2020, c'est qu'il faut qu'on fasse mieux en tant que profession, en tant que discipline, pour expliquer aux gens ce qu'on fait, pour expliquer aux gens pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important, pour expliquer aux futurs étudiants, étudiantes, mais aussi à leurs parents qui passent lors des portes ouvertes, en fait, et qui nous demandent, mais qu'est-ce que mon fils va pouvoir faire avec un bac en histoire? Il faut qu'on soit mieux outillés, je pense, qu'on se donne les outils pour dire, ben voilà toutes les choses que votre fille et votre fils pourra faire avec un bac en histoire. Ce que je dis toujours, je crois l'avoir dit dans cet article, mais je le dis à tous les jours à tous ceux et toutes celles qui veulent m'écouter, c'est qu'un bac en histoire ne ferme aucune porte. Hein, et vraiment, ça ne vous empêche pas de faire quoi que ce soit par la suite. Et au contraire, moi, je trouve que c'est une discipline qui permet de découvrir bien des choses, des compétences très précises, distiller de l'information, synthétiser de l'information, lire attentivement, lire comme il faut, écrire, communiquer à l'oral. Tout ça, ça s'enseigne dans des cours d'histoire. Mais au-delà de ces compétences assez spécifiques, je dirais que c'est ça, lire de l'histoire, apprendre de l'histoire, ça ouvre sur le monde, ça ouvre sur l'humanité. Tu sais, on comprend mieux les motivations, les justifications des gens. Absolument. Donc, pour moi, c'est vraiment... comment dire, c'est une manière de se donner une culture commune aussi. Pas culture dans le sens étroit du terme, mais c'est-à-dire des connaissances communes, c'est ça, des compétences communes aussi, d'apprendre à lire de manière critique, à penser de manière critique, d'apprendre à vivre ensemble. Des choses qui ont été pas mal testées pendant la pandémie aussi. Hein? Et je dirais que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a tant fait appel aux historiens dans les médias. Tu sais, on cherchait des explications et des réponses à des questions très, très grandes, très, très vastes. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que l'histoire, c'est une discipline très lente. Tu sais, ça se fait... pour écrire un article, ça prend des années. Pour écrire un livre, ça peut prendre des décennies. Et là, on nous demandait, en fait, de fournir des réponses dans une situation d'urgence. Hein? C'est ça. En 4 minutes. Oui, c'est ça. Mais je pense que la société avait besoin, ou les médias du moins, avaient besoin de réponses de la part des gens qui avaient passé beaucoup de temps à réfléchir à ces phénomènes. Ces phénomènes qui sont extraordinaires. Une pandémie, c'est un événement extraordinaire, mais ce sont aussi des événements récurrents. Hein? Oui. Puis on a d'autres exemples qui nous aident à penser ce qu'on est en train de vivre en ce moment ou ce qu'on vivait l'an dernier. Oui. C'est fascinant parce que l'histoire a quasiment été, en tout cas de la manière dont moi je le percevais, l'histoire était quasiment utilisée comme source de réconfort. Oui, de rassurance, je dirais. Oui. Comme, OK, non, on n'est pas tant... Oui, on est dans le trouble, mais ça s'est déjà vu, puis ça s'est réglé, puis ils sont passés à autre chose après, puis... Oui, mais je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'on cherchait à rassurer, on cherchait à réconforter. Ce qu'il faut dire, et d'ailleurs, je l'ai dit aussi dans les médias, c'est oui, on a survécu à la pandémie de 1918-1920, mais enfin, c'est pas tout le monde qui a survécu. Il y a 50 millions de gens au moins qui n'ont pas survécu à cette pandémie. Donc, ceux et celles, justement, qui sont là aujourd'hui, mais effectivement, on peut y chercher des leçons, mais que le passé devienne source de réconfort, ça me met un peu mal à l'aise parce que le passé devrait aussi, à mon avis, nous déstabiliser, nous rendre inconfortables. Oui, voilà.
Puis sinon, en terminant, est-ce que vous pourriez me parler des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Par exemple, j'ai vu entre autres que vous écrivez un livre de synthèse sur l'histoire de la famille au Québec. Oui, au Canada, en fait. Au Canada. C'est ça. Oui, ce livre-là, il est terminé, il est sous presse en ce moment. Donc, la production a été un peu ralentie par la COVID et par les fermetures des archives, mais le livre comme tel est terminé. Donc, c'est un livre de synthèse, effectivement, qui couvre 5 siècles, qui commence au 17e, même au 16e un petit peu, et qui se termine avec la première vague de COVID, donc au printemps 2020. OK. Ouais. Oui, c'est ça. Ça va jusqu'à nos jours ou presque. Si j'avais su que j'aurais 6 mois de plus, j'aurais inclus les autres vagues, les vagues subséquentes, mais c'était déjà envoyé à l'imprimerie. Alors, mon but dans ce livre est vraiment... plusieurs objectifs. Et toi qui as suivi mon cours sur l'histoire de la famille, tu sais déjà un peu comment je conçois la famille. C'est-à-dire, la famille est une institution qui appartient à la société, qui n'est pas à l'abri de ce qui se passe ailleurs dans la société. Et donc, pour moi, la famille est forcément une institution politique, sociale, économique. Les décisions prises par les familles ont des conséquences sur le reste de la société. Les décisions prises au Parlement ou ailleurs ont des conséquences sur les familles. Et donc, je pense que l'une des choses que je fais dans ce livre est de montrer la perméabilité de ces institutions, le fait que le mur entre la famille et la politique n'est pas étanche. Vraiment de montrer comment les familles ont été impliquées dans tous les grands processus connus au Canada ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Donc, que ce soit la colonisation, le colonialisme, les migrations de différentes sortes, les guerres, les dépressions économiques, les crises économiques, tous ces grands événements politiques, économiques, ces grands processus sociaux ont eu un impact sur la forme de la famille et sur les décisions que les membres de la famille étaient en mesure de prendre. Et donc, je dirais que c'est probablement l'objectif principal. Je n'étudie pas, je ne présente pas la famille en vase clos. La famille est vraiment intégrée aux autres institutions de la société. Je veux montrer, bien sûr, les changements, puis probablement qu'il y a plus de changements que de continuité dans ce que je montre sur 5 siècles. Je veux montrer aussi que la famille, on en parle comme une institution, mais c'est une institution au sein de laquelle il se passe beaucoup de choses. Il y a des conflits entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Il y a des conflits parfois entre la famille immédiate, ce qu'on appelle aujourd'hui la famille nucléaire, et la famille élargie. Et donc, la famille... Justement, je ne veux pas que les gens cherchent une source de réconfort en lisant sur les familles du passé. Parfois, c'était assez sportif, disons, au sein des familles. Et donc, c'est ça. C'est une source... c'est une institution comme les autres, avec ses conflits internes, avec ses rapports de force, l'âge est un vecteur de pouvoir très, très important. Le sexe et le genre aussi, la sexualité, la classe sociale est déterminante, même, je dirais, très importante, dans la mesure où les familles bourgeoises n'ont pas du tout le même vécu que les familles ouvrières, quelle que soit l'époque en question, en fait. Donc, c'est de montrer la complexité des familles, la diversité des familles aussi. Je parle des familles autochtones, familles canadiennes, françaises devenues franco-québécoises, familles américaines, c'est-à-dire loyalistes, établies au Canada, familles migrantes, britanniques, irlandaises, européennes, plus tard latino-américaines et africaines. Donc, j'essaie de montrer aussi la diversité du vécu familial au Canada. Et c'est vraiment... c'est ça, c'est pas chose facile dans la mesure où chaque région du Canada a sa propre historiographie. Mm-hmm. Et à l'UQAM, j'enseigne au bac. En tout cas, j'enseigne surtout l'historiographie québécoise. À la maîtrise et au doc, j'enseigne aussi l'historiographie canadienne et américaine. Mais il a fallu que je lise beaucoup sur l'ouest du Canada, sur les prairies, les choses qui se sont faites plus rapidement sur les provinces maritimes que j'avais un peu perdu de vue. Donc, pour moi, c'était fort intéressant. Puis l'occasion, justement, de me mettre à jour dans toutes ces différentes historiographies. Ça va être intéressant. Puis ça va être publié à quelle maison d'édition? Chez Oxford. OK. Oui. Super. Bon, mais écoutons, c'est tout le temps qu'on a. Mais merci beaucoup.
C'était vraiment apprécié. C'était un très bel échange. Puis, en finissant, je tiens à dire que l'histoire n'est pas une source de réconfort, mais bien une science complexe. Tout à fait. Qui nécessite un regard critique. Je te remercie. Ça m'a fait très plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Je remercie les partenaires du podcast et je pense tout d'abord au café YoEco qui nous fournit gentiment un café Third Wave à chaque épisode du podcast. YoEco est un espresso bar de troisième vague situé dans le quartier Ville-et-Mort dans le sud-ouest de Montréal et il garde un inventaire de café produit par des torréfacteurs locaux. Je vous encourage fortement à aller y faire un tour. Vous allez voir que le personnel est particulièrement attentionné et sympathique et surtout, c'est un café qui est dog-friendly. Je tiens également à remercier les éditions du Septentrion qui supportent le podcast en facilitant les communications auprès de certains auteurs et de certaines autrices que je cherche à rejoindre. La maison d'édition a aussi l'aimabilité de me partager quelques livres lorsque je reçois l'un de leurs auteurs ou l'une de leurs autrices, ce qui me permet de significativement mieux comprendre les sujets de prédilection de mes invités. Enfin, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la page Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui fonctionne par abonnement mensuel. Donc, c'est libre à vous de décider du montant de votre contribution. Puis, j'ai programmé la plateforme pour différents montants, donc n'hésitez pas à supporter le projet en fonction de votre budget. Sincèrement, c'est vraiment le moyen le plus direct de supporter le projet parce que 100% des revenus qui sont générés par la page Patreon sont investis en frais de studio, en logiciels informatiques nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du podcast.